Dans cette capsule vidéo, nous allons explorer la pédagogie ludique et le serious game. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? La pédagogie ludique, c'est introduire du jeu dans l'apprentissage, c'est-à-dire ses codes, ses règles, son environnement graphique et son côté amusant. Pourquoi apprendre en s'amusant? Eh bien parce que jouer provoque du plaisir. Et le plaisir, comme toute autre émotion, favorise la mémorisation et l'ancrage mémoriel. Vous vous souvenez sans doute de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001. L'émotion forte ressentie à cet instant a ancré ce souvenir dans votre mémoire. Et le serious game alors, qu'est-ce que c'est? C'est la pédagogie qui s'introduit dans le jeu. Ce sont des jeux soit déjà existants mais détournés de leur fonction première, le divertissement, ou bien des jeux spécifiquement créés dans le but d'apprendre. Il devient alors un outil pédagogique. Ça peut être tout type de jeu, mais les serious games sont le plus souvent des jeux vidéo. Selon ce qu'ils apprennent, ils font partie de ces quelques catégories. Alors, quels sont les enjeux? L'univers immersif des serious games est un grand capteur d'attention. L'apprenant se focalise sur la tâche ou la connaissance. Oui, mais cela peut devenir chronophage ou addictif, alors attention. Comme on l'a évoqué précédemment, un jeu, grâce à ses règles, son cadre, son système de récompense, favorise le plaisir et donc l'apprentissage. Oui, mais si le jeu est imposé par une hiérarchie ou par le formateur dans un but formatif, est-ce toujours un plaisir? Quid de l'engagement et de la motivation de l'élève? Apprendre avec un serious game en ligne, c'est où on veut et quand on veut. Les interfaces sont responsives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à tout type d'écran, smartphone, tablette, ordinateur. Cela permet de gérer son temps de formation, certes, mais attention aux excès. De plus, un grand nombre de personnes peut apprendre en même temps. Encore faut-il s'assurer qu'ils apprennent bien. L'évaluation reste au centre du dispositif pédagogique. Tout ça promet. Mais si on apprend avec les serious games et les TIS, qu'en est-il du formateur? Sera-t-il remplacé? Le remplacement n'est pas encore prévu, mais il y aura certainement des changements dans son rôle et ses pratiques. Son expertise pourra être mobilisée dans la création d'un jeu sérieux. L'idée de s'amuser pour apprendre, ce n'est pas courant. Il faudra alors un changement de culture dans l'apprentissage. Les serious games sont donc amusants, immersifs et apprenants. Pourrait-il y avoir une tentation de la part des grands groupes à vouloir capter cette attention via les jeux pour vendre des produits ou des services? L'objectif n'est donc plus pédagogique mais commercial. En fait, ils existent déjà. On les appelle les advergames. Mais pour expliciter ces objectifs marketing aux joueurs apprenants, ne faudrait-il pas établir une signalétique pour assurer la transparence des objectifs et des finalités de ces advergames? Maintenant, nous allons aborder la dimension serious game et relation pédagogique. La relation jeu-apprenant nécessite un engagement de l'apprenant et donc fait appel à la pédagogie active. C'est la relation joueur-jeu contenant le savoir qui est privilégiée. Le jeu doit donc susciter une motivation chez l'apprenant, motivation à s'engager dans le jeu et motivation à y perdurer. L'apprentissage se fait à partir de la remise en cause des stratégies utilisées par le ou les joueurs qui constituent des déséquilibres auxquels il est nécessaire de faire face. Mais attention, Loisier et ses collègues, pour les apprenants, un jeu obligé n'est pas un jeu. Le jeu doit rester une activité libre, sans contrôle. Dès qu'on nous demande de jouer, dans un cadre formel, la classe ou l'organisation, le plaisir de jouer est fortement atténué. Mais où se situe la place du formateur? Le formateur avec l'apprenant est un accompagnateur ou un guide de l'apprenant dans le jeu et dans l'apprentissage. Son rôle est d'observer les moments de déséquilibre et d'aider, si besoin, à résoudre les difficultés rencontrées, mais pas trop tôt. Dans cet accompagnement, le formateur doit être vigilant à garder une posture permettant l'apprentissage. Le jeu se rapporte au plaisir d'explorer et de se confronter au déséquilibre. Le formateur doit permettre cela. Il est aussi nécessaire de créer un climat de collaboration dans la classe. Favoriser le jeu en groupe permettrait le développement de socialisation. Il peut créer des débats ou discussions sur les obstacles identifiés et les stratégies mises en œuvre pour y faire face. Florence Kitsch propose aussi de consolider les apprentissages par une mise à disposition de supports, car le jeu vidéo n'est plus accessible une fois le jeu terminé. L'étudiant ne peut donc plus s'y référer. Un rapport de l'IEST fait aussi état de modifications en raison de l'absence d'évaluation. La notion d'évaluation est abordée à travers la progression, ce qui est valorisant pour l'apprenant et soutient sa motivation et son sentiment de compétence. La relation du formateur au jeu n'est pas toujours facile, mais la technologie n'est pas destinée à remplacer le personnel. Selon Florence Kinch, les jeux sont soit utilisés, soit modifiés, soit conçus dans un but pédagogique. Il reste un outil pédagogique et il faut donc l'intégrer
dans un scénario pédagogique et avoir un regard critique sur son contenu, sa fiabilité et sa pertinence. Il faut aussi bien connaître le jeu car cela modifie selon sa lasse la position du formateur. Maintenant, mon expérience en tant que formateur. En tant que pédagogue, j'ai utilisé épisodiquement des jeux en formation et la pédagogie ludique. Voici ma dernière expérience avec un jeu de cartes que j'ai moi-même créé orienté sur la résolution de problèmes et notamment sur le raisonnement en situation professionnelle. Il n'est pas numérique, mais on verra quel intérêt ça aurait pu avoir. La première remarque, c'est que le formateur, c'est-à-dire moi, a dû se préparer à ce que les étudiants ne respectent pas la totalité des règles énoncées. J'ai laissé faire, j'ai compris que cet ajustement a été réalisé pour augmenter l'enjeu et le plaisir de gagner. Ça a eu plutôt un effet positif en développant l'argumentaire. Par contre, ça n'aboutissait pas complètement et j'ai dû ajouter une étape de clarification au cours des débats de fin de séance, ce qui a été plutôt riche de la part des étudiants. Autre point négatif, comme le disait Kinch, pas de mémoire des différents savoirs, donc le numérique aurait permis deux choses, la visibilité du jeu qui aurait été meilleure et la traçabilité qui aurait été possible. J'ai récemment fait l'expérience de la pédagogie ludique en tant qu'apprenante avec le projet Voltaire. Le projet Voltaire, c'est un logiciel en ligne d'ancrage mémoriel pour améliorer son orthographe. Donc ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup d'interactivité avec l'interface. Celle-ci est responsive, c'est-à-dire que je pouvais m'entraîner sur mon téléphone portable, sur mon ordinateur portable, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Le tout dans un cadre vraiment amusant. Bien qu'il y ait du tutorat, ça reste toujours à l'apprenant, donc là, moi, de solliciter le tuteur en cas de difficulté. Et les interactions avec celui-ci ou son intérêt pour les personnes qui suivent est quand même très très limité. Donc ça, c'était un peu le point négatif. Pour ce qui est du résultat final, je n'ai pas encore passé ce certificat, mais l'examen approche. Donc je vous dirai plus tard si ça a fonctionné. Merci de votre attention.